Bonne santé à tous, c'est Aurélien de la chaîne AC Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, des différents modes de consommation et en passant du coup par l'eau du robinet, l'eau en bouteille, l'eau de pluie, l'eau de récupération d'eau de pluie. Évidemment, ces eaux-là les dernières citées, devront être filtrées et ça, on y viendra un petit peu plus tard. Et en bonus, nous parlerons aussi de quelle quantité consommer au quotidien pour être bien hydraté. On commence avec les eaux en bouteille extrêmement prisées en France puisque nous sommes le 5e pays consommateur d'eau en bouteille alors qu'on a l'une des eaux les plus potables au monde. Tout ça pour dire que c'est pas très clair dans la tête des gens puisque on entend tout et son contraire finalement. Est-ce qu'il faut boire plutôt de l'eau en bouteille? Est-ce qu'il faut boire de l'eau du robinet? L'eau en bouteille par rapport à la minéralisation, la fameuse eau minérale. On a évidemment aussi l'eau de source. Toutes ces eaux en bouteille ne sont absolument pas dénuées de polluants et surtout de polluants plastiques. C'est vraiment ça le gros problème qu'on va rencontrer avec les eaux en bouteille puisque c'est souvent lors de l'embouteillage que le plastique qui a été chauffé va tranquillement se décomposer dans l'eau et des fines particules, des microparticules vont pouvoir passer dans le tube digestif et passer à travers justement les muqueuses intestinales par exemple et passer directement dans la circulation sanguine et créer des intoxications lentes. Alors on nous dit que les doses ne sont pas assez dangereuses. Alors ça, c'est eux qui le disent puisque personne n'en sait rien et eux les premiers, d'ailleurs, ils le reconnaissent volontiers. Du coup, c'est clair qu'à force de consommer de grandes quantités d'eau, c'est l'accumulation qui va être problématique, surtout qu'on a un système éliminatif qui est grandement dévalué dans nos sociétés actuelles, dû au monde à l'alimentation, au mode de vie, etc. Donc, ces plastiques ne sont absolument pas à prendre à la légère. Et autre chose que je voulais mettre un peu au clair aussi, c'est la minéralisation qui va être apportée par l'eau. Effectivement, les eaux sont minéralisées, c'est-à-dire qu'il y a des minéraux, pas mal de minéraux, du calcium, du magnésium, etc., etc. Mais le seul problème, c'est que ces minéraux ne sont que très peu assimilables par notre organisme. Alors certains diront, oui, ben, c'est déjà ça de prix. Alors, il y a quand même un souci, c'est qu'il y a encore une fois un petit gain pour un gros problème. Que faire des minéraux en trop qui ne vont pas pouvoir être éliminés correctement, idéalement par le côlon d'ailleurs, et qui vont stagner, qui vont être stockés dans la vessie et la vessie étant un milieu extrêmement acide, ça va créer des agglomérats de micro-sels minéraux qui vont s'agglutiner les uns aux autres et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des calculs rénaux. Il faut savoir que les calculs rénaux sont essentiellement dus à une consommation d'eau dite minérale. Les plastiques sont également très nocifs par rapport au fait que ce sont de grands perturbateurs endocriniens. Alors, perturbateurs endocriniens, c'est un terme qui revient souvent ces temps-ci. On va dire que c'est une mode, mais pas du tout. Ça fait longtemps que nous y sommes soumis tous autant que nous sommes. Le système endocrinien, c'est tout ce qui est à rapport aux hormones et ce sont les hormones qui vont commander par exemple les battements du cœur, qui vont nous permettre d'avoir une humeur plutôt stable avec la sérotonine par exemple. Nous avons aussi la dopamine qui va nous permettre d'avoir de la motivation, de l'allant. Toutes ces hormones qui nous permettent tout simplement de fonctionner normalement au quotidien. Et chose extrêmement étonnante aussi, il est avéré que 25% des eaux en bouteille vient en réalité du robinet, tout simplement. Ce sont des eaux du robinet qui sont mises en bouteille, traitées, retraitées et mises en bouteille, ce qui n'empêche que finalement c'est une eau qui n'est pas forcément plus minérale ou plus de source que vous et moi. Et j'ai failli oublier de vous parler de l'étiquette des eaux en bouteille. Et là, vous avez quelque chose qui est très important à regarder systématiquement, qui est toujours présent sur toutes les étiquettes. Donc vous avez ça au niveau de tous ces données avec tous les minéraux. Résidus secs à 180 degrés. Et là, par exemple, vous avez une valeur de 50 mg par litre. Donc de résidus secs. Les résidus secs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de faire bouillir l'eau. On la fait évaporer à 180 degrés. Il va rester des résidus
dans le fond du récipient. En gros, ce sont des minéraux et la valeur idéale, on va dire, c'est en dessous de 100 mg par litre de résidus secs. Et juste à côté, vous avez le pH, donc l'acidité de l'eau. Par exemple, là, 6,4, c'est une eau qui est presque neutre, mais plus vers l'acide que la neutralité. Vous pouvez avoir des eaux qui vont être beaucoup plus acides, comme la Monroucou par exemple, et vous avez des eaux qui vont être beaucoup plus basiques. Et donc là, on sera vers du 7,5. Donc prenez plutôt des eaux entre 6,5, 7,5, on va dire, voilà. Vous pouvez dépasser un petit peu de chaque côté en acide ou en basique. Et c'est surtout à vous de voir, mais sinon, c'est pas le plus important, c'est vraiment les résidus secs qui ne doivent pas dépasser les 100 mg. Vous avez des eaux qui vont s'envoler à 2300 mg de litre par litre. Et là, vraiment, ça peut poser des problèmes pour la santé. L'eau du robinet, comme je vous le disais, c'est une eau extrêmement contrôlée en France. Pour les petites agglomérations rurales, c'est plusieurs fois par mois, je crois, le contrôle de l'eau. Et dans les grandes agglomérations, c'est plusieurs fois par jour. Donc on a une eau vraiment très contrôlée. Le seul problème, c'est qu'on en vient toujours à qu'est-ce qui est contrôlé et surtout quelle est la tolérance des instituts qui contrôlent cette eau. Puisqu'on peut décréter très bien aujourd'hui que telle quantité de nitrate, telle quantité de chlore, telle quantité d'aluminium présente dans l'eau ne présente aucun danger pour les populations et dans 20-30 ans, on va tout simplement se rendre compte, comme c'est souvent le cas dans les scandales sanitaires, dans les scandales médicamenteux par exemple, on se rend compte des dizaines d'années plus tard qu'il y avait un gros problème et que le seuil de tolérance devait être encore largement abaissé, mais c'est trop tard. Et bien sûr, on n'en entendra pas parler. Donc on trouve dans l'eau du robinet des quantités non négligeables de produits extrêmement toxiques puisqu'on va parler tout simplement d'une accumulation. Ce n'est pas le fait qu'ils nous empoisonnent immédiatement, mais avec le temps, forcément, ça plus l'alimentation, plus les polluants, les polluants atmosphériques, les pollutions magnétiques, le stress au quotidien, tout ça fait que ça va être tout simplement la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est une eau qui est qui est toujours recyclée. Du coup, l'eau de nos toilettes est recyclée et nous est resservie dans notre eau du robinet. Et alors, même si c'est chloré à mort, justement le problème du chlore, hein, puisqu'on va directement venir se javeliser de l'intérieur, mais il y a aussi le fait que par exemple, on va retrouver des hormones de pilules contraceptives retraitées, mais jamais de façon extraordinaire, je dirais. Donc c'est le mieux qu'on puisse faire actuellement, mais ça ne veut absolument pas dire que ça ne peut pas poser de gros problèmes. Personnellement, ça fait des années et des années que je n'ai plus bu d'eau du robinet. Surtout quand on va en parler, surtout quand vous êtes passé par la case distillation de votre eau et que vous voyez ce qui reste dans le fond de votre carafe de distillation, vous n'avez plus envie de boire d'eau. Et nos enfants n'ont jamais bu d'eau du robinet. Alors du coup, vous me direz, mais que faire? Eh bien, nous en arrivons au système de filtration qui vont permettre d'avoir une filtration supplémentaire au retraitement, oui, de l'eau du robinet par exemple, puisque bon, on ne va pas parler des eaux en bouteille, hein, ça serait un peu dommage d'acheter très cher de l'eau en bouteille et de la refiltrer derrière, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a des moyens qui sont intéressants et d'autres qui le sont un petit peu moins pour filtrer l'eau et c'est ce que nous voyons maintenant. On commence avec les carafes filtrantes. Alors on pas mal testé à la maison. Le gros problème, c'est que les carafes filtrantes vont relarguer aussi pas mal de polluants qui sont dans les cartouches et c'est quand même assez cher, il faut bien le dire. Et il faut les remplacer très régulièrement, sinon déjà ça perd beaucoup de son intérêt, sans compter que la filtration n'est pas extraordinaire et elles vont avoir tendance à basifier, à augmenter le pH, augmenter le pH qui va devenir faire une eau de moins en moins acide. Savoir qu'une eau qui est très peu acide et prise pendant les repas est problématique puisque nous avons besoin pour la digestion au niveau
de l'estomac, d'une grande quantité d'acide gastrique, donc un milieu extrêmement acide. Et si nous faisons rentrer de l'eau extrêmement basique, eh bien, nous cassons cette acidité et tout simplement, on va flinguer littéralement sa digestion. Ensuite, nous avons les osmoseurs inverses pour avoir une eau osmosée alors ça marche avec 3 filtres différents qui vont filtrer de façon plutôt efficace l'eau. Le seul problème, encore une fois, avec ce genre de filtration, c'est que ça va déjà consommer une quantité énorme d'eau, puisque je crois que c'est 3-4 litres pour 1 litre d'eau, enfin de mémoire, hein. Parce que je m'y étais intéressé un moment pour l'eau de la maison, mais on en était venu à la conclusion que c'était vraiment pas rentable du tout, même si la filtration a l'air vraiment pas mal, sans compter qu'il y a l'installation et il y a la maintenance qui coûte quand même pas mal cher à l'année. Et nous avons comme autre système de filtration la distillation. Et ça marche donc avec un distillateur. C'est une chose que nous avons vraiment testée à la maison pendant des années et des années. Ça marche vraiment très bien. Tout simplement une machine, un distillateur qui va faire bouillir de l'eau et va récupérer la vapeur d'eau et la faire couler goutte à goutte dans une carafe. On peut rajouter aussi un petit filtre en plus. La distillation est vraiment extrêmement, je dirais même, efficace en termes de filtration. Le seul hic, c'est la consommation d'électricité qui est énorme puisque ça chauffe et ça chauffe longtemps. Donc il y a un très petit rendement et en plus il faut attendre un grand temps avant d'avoir accès à son eau puisque c'est 6 heures de distillation pour avoir 4 litres d'eau, ce qui fait que c'est très long. Et pour finir, nous avons les filtres à gravité. C'est tout bête, c'est une grande cuve dans laquelle va se trouver 2 grands filtres qui sont en charbon, souvent c'est de la céramique et du charbon actif. Et au-dessous de cette grande cuve, vous en avez une autre de récupération. Vous mettez l'eau dessus, elle passe à travers les filtres et elle fait du goutte à goutte dans la cuve du dessous. Et vous avez souvent, ça marche en fontaine, vous avez un robinet et vous vous servez directement sur le filtre. Vous avez toutes sortes de tailles différentes en termes de filtration et c'est ce que nous utilisons à l'heure actuelle à la maison. Vous avez plusieurs marques. Nous, on utilise le Bergfeld, mais vous avez aussi Berkey qui fait quasiment le même produit. C'est des produits qui sont utilisés par les ONG dans les pays africains, dans les pays en Inde par exemple, dans les zones où on n'a pas forcément accès à l'eau potable et où on peut même se permettre de mettre de l'eau vraiment peu ragoûtante et qui permet une filtration vraiment optimale, on peut dire, de l'eau du robinet. Sans compter qu'à l'année, ça coûte assez peu cher puisque le filtre dure 1 an. Donc c'est surtout ça, on n'a pas trop à y penser, c'est pratique et ça va très vite en termes de rendement. On a de l'eau très rapidement, en 1 heure, vous avez facilement votre litre d'eau, donc c'est très intéressant. Et en plus, on peut se permettre de rajouter de l'eau au fur et à mesure qu'on la consomme, donc on n'est jamais à court. Donc ceci dit, quelle est la quantité d'eau à boire tous les jours pour avoir une hydratation optimale? Alors ça, c'est vraiment the question que tout le monde se pose et qu'on entend et tout le monde aime y répondre, que ce soit dans les magazines, à la télé, sur internet, avec son petit calcul, avec sa petite quantité arbitraire. On peut voir ce qui est communément admis, c'est qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Ah oui, d'accord, ok, je ne savais pas. 1 litre d'eau, alors que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, qu'on vive dans une région sèche ou dans une région hyper humide, non, c'est toujours la même quantité d'eau. Ah bon, d'accord. Sinon, plus sérieusement, il est très compliqué de savoir quelle quantité d'eau exacte en litres ou en millilitres vous devez boire par jour. Et je dirais qu'il n'est pas utile de pouvoir répondre à cette question, ne pas commencer à calculer les eaux qu'on va consommer tous les jours. Déjà, nous avons un système qui est là pour ça, c'est la soif tout simplement. On nous dit qu'il faut boire sans avoir soif. C'est faux, puisque si vous buvez en excès, si vous buvez plus que le corps, que les besoins
du corps, vous allez vous retrouver avec une eau qui va tout simplement passer sans avoir aucun effet en termes d'hydratation, puisque ce qui va permettre de s'hydrater, donc de capter l'eau, c'est les minéraux. Et comme on l'a vu, il y a très peu de minéraux assimilables disponibles dans les eaux en bouteille et très peu aussi dans l'eau du robinet. Du coup, vous allez vous retrouver avec une consommation excessive d'eau qui va faire travailler vos reins, ce qui est comme rien n'est jamais gratuit dans la nature et dans un organisme, ça vous fait dépenser tout simplement de l'énergie. En plus, cette eau va venir diluer inutilement votre sang vous allez perdre du coup en chaleur. Cette chaleur va devoir être compensée par votre organisme. La chaudière va devoir être tournée à plein pour rééquilibrer ce déficit de température. Et là encore, c'est une grosse perte d'énergie. Donc on boit quand on a soif, mais surtout le plus important, c'est l'alimentation, puisque nous devons boire tout le temps. Pourquoi? Et si nous avons soif tout le temps, c'est uniquement parce que nous consommons une alimentation qui est archi cuite et qui ne contient plus le moindre liquide. Alors, le truc, c'est qu'on nous dit consommer de l'eau pour pouvoir consommer une alimentation inadaptée. C'est complètement, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est faire mal pour récupérer quelque chose qu'on fait déjà mal. Il est inutile de se trimballer sa bouteille d'eau et il faut avoir une alimentation qui est extrêmement hydratée et riche en minéraux. Comme je vous le disais, les minéraux vont capter l'eau. Donc, des jus, c'est l'idéal tout simplement, puisque pourquoi? Vous ramenez de l'eau, mais en plus, vous ramenez des nutriments et une quantité pharaonique de minéraux qui vont permettre une véritable hydratation. Surtout quand il fait un peu chaud, l'idéal c'est de boire des jus tout simplement ou de manger des crudités. Si la vidéo vous a été utile, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça motive et surtout ça donne de la visibilité à la chaîne. Si vous avez des témoignages ou un avis même, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt dans une très prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.